Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Le journaliste Pape Ngagne Ndiaye est toujours dans les locaux de la sûreté urbaine. Son audition porte sur des propos tenus lors de son émission Faram Facce du 28 janvier 2026. Parmi les chefs d'accusation retenus à son encontre, complicité d'offense au chef de l'État. L'Union des magistrats du Sénégal, reçue ce vendredi en audience par le Premier ministre Ousmane Sonko, a réitéré l'engagement du gouvernement à moderniser la justice et améliorer les conditions de travail de ses acteurs. Le patron de la primature a par ailleurs dirigé la cérémonie de présentation du trophée de la CAN 2025, une rencontre au cours de laquelle il s'est exprimé sur les terrains attribués à l'équipe nationale après le sacre de 2022 pour réaffirmer les dispositions de l'État du Sénégal à honorer l'ensemble de ses promesses. Enfin, en visite de chantier à Matam, le ministre des Infrastructures menace l'entreprise Ellipse de résiliation de son contrat. La cause, un retard de près de 9 ans accusé dans la livraison de l'ISEP de Matam. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec notre confrère Pape Ngagne Ndiaye, toujours dans les locaux de la sûreté urbaine à l'heure où l'on vous parle, en cause des propos tenus lors de son émission Faram Facce, diffusée le 28 janvier dernier sur la chaîne de la télévision Futur Média. Entre autres chefs d'accusation retenus à son encontre, complicité d'offense au chef de l'État. Et puis sachez que l'ancien député libéral Doudou Wade aurait fait faux bond aux enquêteurs de la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar. Convoqué également ce vendredi, le responsable politique du PDS ne s'est toujours pas présenté devant les policiers. Selon des informations exclusives de Sénéweb, seul le journaliste présentateur de l'émission Faram Facce a déféré à sa convocation. La descente policière effectuée à son domicile n'a pas permis de trouver Doudou Wade. Son téléphone sonnait toujours dans le vide. Les enquêteurs sont à pied d'œuvre pour le retrouver. Pour rappel, après ces propos controversés tenus lors de l'émission Faram Facce diffusée le 28 janvier dernier, le procureur de la République a ordonné à la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar d'ouvrir une enquête. Je vous l'annonçais en titre, le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu ce vendredi matin le bureau exécutif de l'Union des magistrats du Sénégal, conduit par son président Sherba. Les échanges ont porté sur les questions d'intérêt national, notamment l'amélioration du service public de la justice. Ousmane Sonko a réaffirmé l'engagement et la détermination de son gouvernement à œuvrer pour la modernisation de la justice et le renforcement des conditions de travail des acteurs judiciaires. Nous restons avec le Premier ministre Ousmane Sonko qui, je vous l'annonçais tout à l'heure, a dirigé la cérémonie de présentation de trophée de la CAN 2025 à la primature. Il en a profité pour lancer un appel fort à l'unité nationale, invitant à transcender les clivages politiques autour d'une victoire qu'il qualifie de patrimoine commun à tous les Sénégalais. Pour le Premier ministre, le sport s'impose désormais comme un véritable moteur de développement. S'agissant de terrains attribués après le sacre de 2021, Ousmane Sonko a précisé qu'un processus de vérification est en cours tout en réaffirmant l'engagement de l'État à honorer l'ensemble de ses promesses. Atiwawan, c'est un collectif qui vient de naître. Il s'agit des boucliers de Serigne Moustapha Sy Al Amin. Des talibés tidjanes en provenance de Tiwawan, de Thiès, de Notto Diobass sont tenus un point de presse dans la ville sainte, plus précisément à la résidence Seydi El Hadj Malick Sy, pour dénoncer les propos irrespectueux et les insultes tenues à l'endroit de leur guide spirituel, Serigne Moustapha Sy Al Amin. Très en colère, ces talibés exhorte l'État à prendre ses responsabilités avant que la situation ne dégénère. C'est un reportage signé Charanta Diop et Seylatir. C'est inadmissible, incompréhensible, la confrérie Tidjane et Serigne Moustapha Sy Al Amin attaqués de toutes parts à part des gens mal intentionnés. Trop, c'est trop. Désormais, les talibés Tidjane ne se laisseront plus faire. Depuis un certain temps, particulièrement ces derniers jours, des attaques répétées, coordonnées
et manifestement malveillantes sont dirigées contre notre guide religieux Serigne Moustapha Ibn Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin. Des insultes publiques, des manipulations numériques diffusées sur des réseaux sociaux. Ces agissements attribuables à des individus se réclament ouvertement d'un courant politique identifié. Ont récemment franchi un seul inacceptable. Des montages de vidéos volontaires tronqués ont été diffusés dans le but évident de dénaturer ses propos, de tromper l'opinion publique, de porter gravement atteinte à son honneur, sa dignité. Ces boucliers du Serigne Moustapha Sy Al Amin demandent à l'État de prendre ses responsabilités avant que le pire ne vienne. Nous lançons une alerte aux autorités étatiques, car on assiste ces derniers jours de multiples réactions venant des talibés. Et Émile Durkheim disait que le groupe pense sans agir que le ferait à ses membres s'ils étaient isolés. Cheikh Ouma, un militant de Pastef Tivaouane, s'est introduit dans la salle, mais il a été très vite mis dehors. Il voulait s'ériger en avocat des accusés. Je suis militant de Pastef Tivaouane. Ndax lolu ñun nekkul suñu ité. Retard dans les grands travaux de l'État dans la région de Matam. Le ministre des Infrastructures tire sur ellipse l'entreprise en charge des travaux de l'hôpital régional Matam-Ourossogui, des travaux lancés depuis 2021. De la même manière, Déthié Fall menace tout simplement de résilier le contrat de l'entreprise qui accuse un retard de près de 9 ans pour livrer l'ISEP de Matam. Le point, c'est avec Ali Bandagnan. Deux des plus grands travaux de l'État en arrêt depuis des années au cœur d'une véritable tourmente. En charge de la construction de l'hôpital régional Matam-Ourossogui, l'entreprise Ellipse se heurte aux conditions indiscutables du gouvernement. En visite de terrain, le ministre des Infrastructures est bien formel. Notez que c'est un projet sur lequel on est aujourd'hui en désaccord, voire contentieux, avec l'entreprise Ellipse. Dernièrement, nous avons servi une mise en demeure de poursuite des travaux suivant les normes et nous avons reçu les réponses qui est en traitement au niveau du ministère de la Justice et à l'issue de ce traitement, on saura le sens qu'on donnera justement à cette affaire, qui est une affaire extrêmement sérieuse sur laquelle nous reviendrons. Une affaire sur laquelle nous reviendrons très prochainement, mais dire quand même qu'aujourd'hui, au moment où je parle, c'est ça qui fait que ce chantier est en arrêt, parce que c'est le seul qui concerne les infrastructures sanitaires. Tout le reste, comme vous l'avez vu, il s'agit du ministère de la Justice, tout le reste concerne le ministère de la Justice. Il s'agit principalement de palais de justice, de prisons et autres. Et il y a des prisons déjà où on a noté des défaillances sur le travail qui a été fait. À moins de 10 km de cet hôpital, tant attendu, l'ISEP de Matam. Lancé depuis 2016, jusqu'à cette date, aucun bâtiment n'est encore sorti de terre. Cela pour des travaux qui devaient être livrés en seulement 10 mois. Le chantier qui a commencé en 2016 pour un délai de 10 mois. De 2016 à maintenant, je pense qu'on est à 120 mois. Donc, pour dire quand même qu'il y a une défaillance nette de l'entreprise. Et ce qu'il faut éviter, c'est de vivre avec les problèmes. C'est ce que je dis le plus souvent. Un problème, on ne vit pas avec. On le résout, sinon on l'élimine. Demander une dernière fois à l'entreprise de poursuivre les travaux. Et dès lors qu'il est constaté qu'elle ne peut pas prendre nos responsabilités, résilier et engager ce chantier avec d'autres. L'État n'attend pas, les besoins de l'État n'attendent pas. Chaque année, nous recevons des étudiants qui finissent leur cycle. Seul motif de satisfaction du ministre des Infrastructures durant son séjour dans la région de Matam, l'état d'exécution des travaux de l'université Souleymane Niang. Un exemple de rigueur de cette entreprise malienne, encouragée par Déthié Fall, qui appelle à plus de sérieux et de la qualité dans tous les chantiers et travaux d'intérêt public.
Allez, nous quittons Matam pour Tambacounda. Face à l'absence d'infrastructures d'enseignement supérieur islamique dans la région, les étudiants de Tambacounda sont contraints à un exil précaire pour poursuivre leurs études religieuses. Et bien, pour y remédier, l'association des imams et oulémas locaux a initié la construction d'un institut islamique. Cependant, faute de financement, ce chantier est aujourd'hui à l'arrêt. Les leaders religieux lancent désormais un appel pressant à l'État, mais aussi aux bienfaiteurs pour achever cet édifice. Le reportage est signé Mamadou Diouf. À Tambacounda, l'absence d'infrastructures d'enseignement supérieur islamique contraint les étudiants à l'exode, les exposant à une grande précarité, faute d'accueil adapté. Face à cette situation, l'association des imams et oulémas de la région a lancé la construction d'un institut islamique dédié aux sciences religieuses. Objectif, faciliter l'apprentissage du Coran et des sciences religieuses pour les jeunes du terroir. Tambacounda souffre d'un manque criant d'instituts supérieurs islamiques. Cette absence contraint nos enfants parfois à l'exil vers Dakar ou Kaolack, où ils font face à des conditions de vie précaires et des difficultés de prise en charge éprouvantes. Notre projet de construction de cet institut répond à un impératif de dignité. Nous voulons offrir à notre jeunesse un cadre d'excellence sur place, afin de rendre le savoir accessible. Bien que les travaux avaient été lancés, mais le chantier est aujourd'hui à l'arrêt, faute de moyens financiers. C'est la raison pour laquelle les imams lancent un appel solennel à l'État ainsi qu'aux bonnes volontés pour leur venir en aide afin de finaliser ce projet. Le chantier est aujourd'hui à l'arrêt, faute de moyens financiers. Mais nous rendons grâce à Dieu et remercions les premières bonnes volontés dont le soutien a permis de sortir de terre les premiers murs. Cependant, l'ampleur de la tâche dépasse nos ressources actuelles. Malgré la mission d'utilité publique de cet institut, qui forme les futurs citoyens sénégalais, le soutien de l'État se fait encore attendre. C'est pourquoi nous lançons un appel pressant aux autorités et aux personnalités engagées pour le développement du pays, à l'image du président Youssou Ndour, pour nous aider à achever cette œuvre indispensable pour Tambacounda. L'achèvement de cet institut islamique marquera un tournant décisif pour les Ndongo Dara de la région de Tambacounda. En rapprochant l'enseignement coranique des populations locales, il mettra fin aux longs déplacements autrefois nécessaires pour accéder à la connaissance. Face à des lenteurs administratives qui, disent-ils, compromettent leur carrière estudiantine, des étudiants de l'UVS, mais aussi de l'ENO de Kolda sont sortis de leur mutisme pour dénoncer de difficiles conditions d'études. À titre d'exemple, des étudiants qui devaient être en Master 1 sont jusqu'à présent en licence 2. Ils fustigent l'absence d'un calendrier fiable pour les examens, l'insuffisance de professeurs, de personnel d'encadrement et de personnel administratif tout court. Nous écoutons Demba Baldé. Il est le président de l'amicale et il nous parle au micro d'Abdoulaye Diallo. Souhaite porter à l'attention de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le recteur de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, professeur Samuel Ouya, ainsi que toutes les autorités universitaires, un ensemble de difficultés récurrentes liées à la gestion administrative et académique de l'institution. Ces dysfonctionnements entraînent des retards significatifs et affectent directement le déroulement normal des activités pédagogiques. La promotion 8, bachelier depuis 2020, se trouve aujourd'hui en Master 1 sans avoir passé les examens requis. Leurs cours ont démarré depuis juin 2025, mais jusqu'à présent, aucun examen n'a été organisé. La promotion 9, bachelier depuis 2021, est toujours bloquée en licence 3. La promotion 10, bachelier depuis 2022, demeure en licence 2. Ces étudiants, en même temps, sont privés de leurs droits, surtout l'obtention de la bourse. La promotion 11, bachelier depuis 2023, est toujours en licence 2, sans examen. La promotion 12, bachelier depuis 2024, est complètement bloquée depuis un an. Ils ont commencé les cours depuis février l'année passée, mais jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à achever la première année de la licence. Madame, Messieurs, ces autorités, nous posons la question jusqu'à quand cette lenteur administrative. Nous exigeons qu'on ait un calendrier académique et qui sera respecté pour toutes les promotions confondues à l'Université numérique.
À Kaffrine, le G7, regroupement des principales organisations syndicales de l'éducation au Sénégal, a tenu ce mercredi son assemblée générale, réunissant ainsi l'ensemble des syndicats du secteur. Ceci pour exiger de l'État du Sénégal de dissoudre le Haut Conseil pour le dialogue social, mais aussi de dénoncer l'injustice notée dans le secteur de l'éducation, compte rendu Ndeawabe et Mam Gorwilan. Réunis à l'école Wali Fatandiaï, les syndicats membres du G7 ont réaffirmé leur détermination. Le mot d'ordre lancé est largement suivi. À Kaffrine, où presque tous les élèves ont été libérés. La confirmation est donnée par le secrétaire général régional du SAEMS, par ailleurs coordonnateur régional du G7, Wandifa Mane. Qui commence notamment depuis hier avec le boycott en tout cas de toutes les cellules pédagogiques et de toutes les évaluations, notamment les compositions, les essais, mais aussi respecter scrupuleusement également le plan d'action sur le débrayage aujourd'hui observé à partir de 9h. À la suite duquel débrayage, nous sommes actuellement en assemblée générale. Face à la presse, les responsables syndicaux ont profité de l'occasion pour pointer du doigt le président du Haut Conseil du dialogue social, Mamadou Lamine Dianté, qu'il accuse d'être à l'origine de nombreuses injustices dans le secteur. Je ne sais pas, c'est un Haut Conseil du dialogue social ou un Conseil du désaccord social. En l'occurrence, M. Mamadou Lamine Dianté, qui aujourd'hui a changé de veste et qui a proféré des choses qui ne relèvent pas du tout de la vérité, dans la mesure où il a dit que le mois de janvier, les enseignants ne doivent pas aller en grève. Je te dois rappeler, et je le dis ici, il n'y a aucun test législatif qui circonscrit une date ou bien une période bien précise pour déposer un préavis ou bien pour aller en grève. Par ailleurs, le G7 de Kaffrine exige de l'État du Sénégal la dissolution pure et simple du Haut Conseil du dialogue social qu'il juge sans aucune utilité pour les travailleurs de l'éducation. Nous demandons au gouvernement du Sénégal, notamment le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de qui relève maintenant tous les services, en tout cas du Haut Conseil, de dissoudre ce conseil-là. Parce que c'est un conseil qui n'a aucune utilité, qui est un Haut Conseil qui prend parti et qui n'a pas la pleine mesure et la pleine conscience de toutes les prérogatives qui lui sont inhérentes. Les membres de la section de Kaffrine ne comptent pas en rester là. Ils appellent l'ensemble des enseignants du Sénégal à une mobilisation massive et au strict respect du mot d'ordre syndicaux. Allez, nous restons dans le domaine de l'éducation pour nous intéresser à présent à un autre syndicat. Il s'agit du SADEF, le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation, qui se réjouit de l'instruction donnée par le chef de l'État au ministre de la fonction publique pour solder les différents points du pacte social. Si l'intégration des décisionnaires progresse, le secrétaire général Mbaïsar juge désormais urgent de signer le décret portant l'âge de la retraite à 65 ans alors que leur préavis expire le 2 février. Les membres de ce syndicat menacent de renouer avec la grève si leurs revendications ne sont pas satisfaites dans les délais. Nous écoutons Mbaïsar, joint au téléphone par Al-Hassan Ba. Saluons la publication des décrets modifiés 74-347 du 12 avril 1974 et 2006-392 du 27 avril 2006 relatifs justement à la situation des enseignants décisionnaires qui, comme vous le savez, a été une forte préoccupation pour notre organisation syndicale. Cependant, nous rappelons au président de la République qu'il reste encore un décret que nous attendons impatiemment et qui va devoir prolonger l'âge de la retraite de tous les enseignants à 65 ans. Il faut dire que c'est une question qui figure dans le pacte de stabilité sociale pour lequel le président demande que ce pacte soit vidé de commun accord avec les organisations syndicales. C'est la raison pour laquelle nous profitons de cette occasion, après avoir remercié le chef de l'État pour la publication des décrets, de signer encore le décret qui va prolonger l'âge de la retraite des enseignants à 65 ans. C'est une question d'intérêt vital. Tout comme nous attendons aussi l'élargissement de l'imputation budgétaire pour les enseignants décisionnaires qui sont à la retraite, le relèvement de la pension des enseignants qui sont à la retraite, tout comme la réouverture du concours de normalien instituteur bloqué depuis 2014 par le régime sortant, de même que les passerelles professionnelles pour les instituteurs. Il faut rappeler que le préavis déposé par le SADEF va expirer le 2 février prochain. Nous attendons que ces questions soient vidées, sans quoi nous n'hésiterons pas à repartir encore en grève pour exiger du gouvernement le règlement définitif de ces questions-là.
Allez, pour une souveraineté sanitaire, l'État doit encourager les agents du secteur sanitaire. C'est la conviction du docteur Ibrahim Sy, ministre de la Santé. Selon lui, eh bien, les acteurs de la santé ont montré plutôt des gages de performance lors de la pandémie à Covid-19. Pour lui, ces hommes et ces femmes sont déterminés pour le bien-être des patients. Le ministre de la Santé en a d'ailleurs honoré quelques-uns pour inciter les autres à redoubler d'efforts. Docteur Ibrahim Sy, que nous écoutons au micro de Pape Faragning. À travers vous, c'est l'engagement collectif de toute la chaîne sanitaire nationale qui est honorée. Ne récompense pas seulement des carrières individuelles, elles honorent une vision, une éthique et une conception noble du service public. À travers vous, c'est toute la communauté des personnels de santé qui est élevée et reconnue. Grâce à votre engagement, notre système de santé a enregistré des avancées significatives. Amélioration de l'offre de soins, renforcement des ressources humaines, progrès notable dans la prise en charge des maladies chroniques et capacité accrue de réponse face aux urgences sanitaires. L'année écoulée a mis notre système de santé à rude épreuve à travers des crises sanitaires complexes. Face à ces défis, vous avez fait preuve de professionnalisme, de résilience et d'un sens élevé de responsabilité. Votre action a permis de préserver l'essentiel, la vie, la dignité et la confiance des populations. Notre pays a également franchi une étape stratégique majeure avec l'atteinte du niveau de maturité 3 en matière de réglementation pharmaceutique. Ce résultat est le fruit d'un travail rigoureux et collectif qui renforce la souveraineté sanitaire et la sécurité des médicaments pour nos concitoyens. Alors que les menaces sanitaires se multiplient, le Sénégal accélère plutôt la cadence. La remise de certificats ce vendredi à la primature vient sceller un parcours d'excellence copiloté par le CRCF et le Haut Conseil de la sécurité sanitaire. Ces nouveaux cadres opérationnels ont désormais une mission claire, briser les silos pour protéger la population grâce à une vision intégrée de la santé. Et pour nous parler de cette vision, professeur Ndeykoumba Touré Kane, enseignante à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop et chercheuse au centre de recherche et de formation de l'hôpital Fann. Elle s'exprime au micro d'Al-Hassan Baye à Diagne. Qui a été formé. Et dans cette formation, l'approche One Health devait être mise en exergue dans la sélection même des apprenants. C'est la raison pour laquelle on a eu une diversité de profils parmi les apprenants. Nous pouvons citer des directeurs régionaux de santé, nous pouvons citer des membres du commandement territorial, des membres du secteur vétérinaire, des membres du secteur de l'environnement et du climat, la communauté, donc la société civile, et les membres de la médecine humaine et médecine vétérinaire. Donc c'était 26 apprenants. Il faut renforcer la sécurité sanitaire mondiale parce que les santé sont interconnectées. Si on travaille seul la santé humaine, et là l'exemple de la Covid-19 nous a montré qu'on ne peut pas aller seul. Il faut en plus de la santé humaine discuter avec la santé animale, donc tout ce qui est vétérinaire, la santé environnementale. Il y a aussi l'exemple de la récente épidémie de la fièvre de la vallée du Rift qui nous a montré que les secteurs doivent travailler ensemble et de façon holistique, avoir vraiment la même vision pour pouvoir résoudre l'ensemble des menaces. Et c'est ça qui était l'objectif principal de cette formation. Alors, des questions sanitaires, nous passons aux questions de mobilité. Alors que plus de 60% de la population sénégalaise a moins de 25 ans, la migration irrégulière continue d'emporter des rêves et parfois de briser la vie de milliers de jeunes réunis à Dakar autour d'un séminaire consacré aux opportunités locales. Experts et acteurs des droits humains appellent à un changement de paradigme, celui d'offrir aux jeunes des perspectives concrètes pour rester et bâtir
construire leur avenir au Sénégal. Parmi ces experts, le criminologue Dr Djibi Diallo plaide en faveur de solutions durables fondées sur l'éducation, l'emploi et la dignité humaine. Il s'exprime au micro d'Abib Faye. La gouvernance constitue effectivement une des causes. La question du sous-emploi constitue une des causes. La question des inégalités sociales constitue une cause. La question aujourd'hui de la mauvaise répartition le développement durable constitue une cause. Et entre autres, donc, et la question même, n'est-ce pas, des institutions, n'est-ce pas? Nous avons pensé à ce niveau-là, donc, si nous avons identifié les causes, nous devons trouver des réponses structurelles et non pas des réponses conjoncturelles. Parce que les réponses structurelles, à notre avis, c'est qu'il faut avant tout revoir nos programmes d'enseignement-apprentissage. Il faut que les jeunes qui soient formés, la jeunesse soit formée aujourd'hui à des compétences. Parce qu'il faut avoir le master pour aller chercher des compétences. Vous allez en Chine, c'est en 5 ans que l'enfant a des compétences. Donc, à très bas âge, nous devons développer des compétences pour que chacun puisse, en tout cas, développer un entrepreneuriat personnel. Le deuxième point, à notre avis, il faut que dans le programme d'apprentissage, donc renforcer effectivement ces compétences. Il faut à ce niveau-là aussi que la bonne répartition, n'est-ce pas, du développement durable, n'est-ce pas, de nos ressources, constitue une autre réponse. 10 milliards de francs CFA, c'est le montant à investir pour assurer une autosuffisance semencière sur 4 spéculations au Sénégal et c'est le défi des chercheurs de l'ISRA. D'ici 3 ans, toutefois, le Sénégal pourrait bénéficier d'assez de semences en riz, en arachide, en maïs et en niébé. Babacar Diouf, Nongo Ndiaye. Pour renforcer l'autonomie semencière nationale, les chercheurs de l'ISRA sont en conclave à Bombay. Pour atteindre l'autosuffisance ou la souveraineté en semences, il faut d'abord renforcer ce qu'on appelle la base productive. La base productive, c'est d'abord la qualité des sols, c'est d'abord les infrastructures qui permettent de produire ces semences et de les conserver, aussi bien pour l'ISRA comme pour les autres partenaires. Un ambitieux programme qui requiert la participation d'autres entités du ministère de l'Agriculture et des partenaires financiers. Il y a différents partenaires qui interviennent dans ce cadre-là. C'est l'INP, c'est l'ANCAR, dans le cadre de ce projet en particulier, le FNDASP qui est le bailleur qui a reçu les fonds de l'Union européenne et à travers le FNDASP, l'ISRA porte la partie semences pré-base et les autres parties sont prises avec les autres acteurs. Il y a l'ANCAR, il y a l'INP et les multiplicateurs de semences qui portent les autres maillons après les pré-bases. Le Fonds national de développement agro-silvopastoral FNDAPS promet un accompagnement efficace. Nous attendons en tout cas de ce projet un renforcement de la production et de la productivité des filières céréalières, notamment 4 qui sont le sorgho, le mil, le maïs et le riz, et aussi la filière niébé. C'est un projet de 3 ans pour un coût global de 10 milliards. Venus de la presque totalité des régions du Sénégal, les chercheurs ont lancé les bases d'un programme de production de semences de qualité. Le gouverneur de la région de Saint-Louis, Alassane Sall, a inauguré la première centrale de stockage d'énergie par batterie du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest. Cette centrale se trouve à Bokhol, dans le département de Dagana. Ce projet novateur, baptisé Wallo Storage, marque une étape majeure dans la transition énergétique nationale. Le chef de l'exécutif régional a souligné la portée historique de sa mise en service. Alassane Sall, gouverneur de la région de Saint-Louis, que nous écoutons avec nos reporters sur place, Ousseynou Diop et Habib Seck. Alors un financement extrêmement important, un ouvrage assez imposant, très structurant et hautement constructif, qui va donc contribuer à l'atteinte des objectifs fixés par les pouvoirs publics en matière d'énergie, particulièrement énergie solaire. Alors c'est un projet qui est réalisé donc en relation avec Senelec et qui va renforcer Senelec et qui va permettre à Senelec également de fournir l'électricité
aux populations et au-delà des populations de réaliser une offre extrêmement importante à l'ensemble des usagers de Senelec. Je salue donc le projet et au-delà de son contenu, je salue également les réalisations connexes destinées aux populations à travers la RSE. À Diamniadio, les petites et moyennes entreprises qui constituent l'essentiel du tissu économique sénégalais tirent la sonnette d'alarme, confrontées à la pression fiscale, au manque d'espace et à l'insuffisance d'infrastructures en assainissement. Elles interpellent les autorités lors de la visite de travail du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Industrie et du Commerce, chargé justement de leur secteur, le développement des petites et moyennes entreprises. Nous écoutons Ibrahim Acham au micro d'Abdou Diouf Diagne et d'Ahmadou Bamba Samb. Bon, les défis, comme nous l'avons constaté, donc déjà il y a un besoin d'élargissement de l'assiette foncière. Donc c'est une demande qui est là. Donc on a l'habitude d'entendre ça au niveau des industriels. Donc quand on parle d'industrie, donc il faut beaucoup d'espace pour les projets d'investissement et d'extension. Il y a également le projet de l'énergie également qui est pris en charge par le gouvernement, donc à travers les questions de prix fixe pour les industriels et les ménages. Il y a également des problèmes d'accès, donc tous ces points, donc on a relevé ça, donc avec les services techniques, avec aussi l'intervention également du ministre de l'Industrie. Donc on va essayer de voir comment trouver des solutions pour donner beaucoup plus de marge aux PME et aux PMI qui exercent au niveau de cette zone industrielle. Vous savez que la zone a été lancée depuis presque 56 ans, donc elle est à presque une occupation totale. Donc il y a des besoins d'expansion que l'APOSI et le ministère est en train de voir, pour voir aussi comment aménager d'autres espaces. Au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministre a un projet dans chaque zone industrielle, dans chaque département, de mettre en place des zones industrielles et des zones économiques spéciales. Donc on y travaille. Le gouvernement également travaille les 8 pôles économiques, donc nous sommes en train dans chaque pôle économique de réfléchir pour voir comment aménager des zones industrielles pour nos PME et les PMI. Cette bonne nouvelle que nous venons de recevoir alors que nous vous présentons ce journal, notre confrère Papa Ndiaye a été libéré. Je rappelle qu'il avait été convoqué aujourd'hui à la sûreté urbaine en cause des propos tenus lors de son émission hebdomadaire Faram Fatché et diffusée le 28 janvier dernier sur la TFM. Entre autres chefs d'accusation qui étaient retenus contre lui, complicité d'offense au chef de l'État. Mais voilà, tout est bien qui finit bien. Une note de sport avant de refermer ce journal. Le président de la CAF, le docteur Patrice Motsepe, a exprimé sa fermeté face aux incidents survenus lors de la finale de la CAN au Maroc. Il a réaffirmé plutôt l'engagement de l'instance à préserver l'intégrité et la réputation du football africain, tout en annonçant une révision du code disciplinaire pour durcir les sanctions. La CAF compte également renforcer la qualité et l'indépendance de l'arbitrage et de la VAR afin d'atteindre des standards internationaux. Et voilà qui met fin à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Hélas, vous n'aurez pas la deuxième partie de Soir d'info en français et pour cause, l'invité que nous devions recevoir n'a pas répondu à l'invitation et nous n'arrivons pas non plus à entrer en contact avec lui. Ce sont des choses qui arrivent, mais nous nous en excusons. Excellente suite de programme en notre compagnie. Un peu plus tard dans la soirée, vous aurez votre émission Fétiche du vendredi, Dakar Lobby. Restez sur votre chaîne leader et très bon début de week-end à toutes et à tous.